Sadhguru dit une chose simple qui peut transformer un être humain est l'émotion. Votre émotion peut vous entraîner dans la gouttière ou vous conduire au plus haut sommet de la conscience. Être puissant, ce n'est pas se montrer insensible, c'est montrer que l'on n'a pas peur de ses propres émotions en les vivant. Isabelle Filiosa. Hello Sunshine, aujourd'hui plongeons au cœur des émotions. Cet épisode va te permettre de mieux comprendre ton monde intérieur, ta haute sensibilité face aux émotions, la conséquence de nos blocages émotionnels sur notre corps et notre vie, comment s'en affranchir et oser vivre sereinement tout le potentiel que nous offrent nos émotions. Elles sont les guidances et la palette que tu es venu expérimenter sur cette terre. Une vie sans émotion est une vie morte. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à unir ton couple intérieur sur tes énergies créatrices, féminines et masculines. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, déployons ton pouvoir personnel et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être ? Alors c'est parti! J'espère que tu vas bien et que l'épisode précédent sur l'ombre, l'inconscient t'a plu. Tu vas voir que celui-ci va être complémentaire car l'émotion est l'énergie la plus puissante qui puisse circuler dans le système subconscient. En plus, ça tombe bien car je suis allée voir le dernier Pixar, Vice Versa 2. Je ne sais pas si tu connais ce dessin animé, mais il est super pour mieux comprendre son monde intérieur, ses émotions. Je trouve que le dernier est bourré de subtilités spirituelles pour comprendre notre fonctionnement en tant qu'être divin sensible, venu faire une expérience humaine. Ce n'est pas la grande référence sur l'intelligence émotionnelle, quoique, mais c'est ludique, drôle et ça connecte à la légèreté. On n'est pas tout le temps obligé d'être dans le sérieux lorsqu'on parle de psychologie et de sciences, de spiritualité. Gardons aussi notre âme d'enfant. Je vais donc m'appuyer aussi sur ce film pour t'exprimer mes prises de conscience et différents points que j'ai notés sans te spoiler, bien évidemment. Ce podcast n'est pas sponsorisé par les studios Pixar, donc c'est sans rémunération aucune que je t'invite à aller le voir. Tu vas passer un bon moment, en tout cas moi j'ai adoré. J'avais déjà aimé le premier et surtout tu pourras par la suite de cet épisode me partager tes propres perceptions, croyances en lien avec tes émotions. On est tous d'accord pour dire que l'émotion est une réaction qui va provoquer en nous des réactions physiologiques et physiques. Nos émotions sont utiles, elles nous donnent des informations sur nos besoins, elles sont l'écho de notre être réel. Elles colorent notre existence et sont censées nous permettre d'avoir la réponse comportementale la plus adaptée, normalement. À nouveau, on va sortir de la pensée binaire, du bien ou du mal. Toutes les émotions sont neutres. Il n'y a pas d'émotions dites négatives et positives. On pourrait peut-être dire qu'il y a des émotions agréables et désagréables à vivre. D'un point de vue énergétique, vibratoire, on parle d'émotions hautes et basses, ce qui veut dire qu'elles ont chacune une fréquence bien spécifique. Donc elles sont toutes saines et utiles. Je rajouterais également qu'elles ont toute une part d'ombre et de lumière, même la joie. Les premiers points en lien donc avec vice-versa et à retenir, c'est que nos émotions créent des réactions physiologiques et physiques. Toutes les émotions sont importantes et ont le droit d'exister. Toutes les émotions ont une part d'ombre et de lumière. Par exemple, la peur, qui est une réaction au danger, elle alerte sur le risque et mobilise l'énergie dont nous avons besoin pour affronter le danger, pour nous protéger ou fuir. Elle est aussi une réaction naturelle face à l'inconnu. Elle permet d'anticiper le futur et donc de se préparer. D'ailleurs, dans Vice Versa 2, il y a 4 nouvelles émotions. Pour moi, ce sont plutôt des sentiments. Les sentiments sont des résultats émotionnels en réponse à divers stimuli externes et internes. Donc pour faire plus clair, on a 6 émotions principales. Tu as la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Donc dans le deuxième volet du film, on a l'anxiété, l'embarras, l'envie et l'ennui.
Donc l'anxiété est justement un résultat provoqué par la peur, vu que la peur est une réaction naturelle face à l'inconnu. Et l'anxiété, c'est la phrase «et si?». OK, et si je perds mon travail, comment je vais faire pour payer mon loyer? J'ai peur de finir à la rue, je vais finir toute seule, on va me rejeter parce que je n'ai pas pu garder mon travail, je suis nulle, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, et cetera, et cetera. Donc tu vois, l'anxiété, elle engendre une cascade en fait de pensées sur un futur incertain. C'est-à-dire qu'on est complètement dans l'anticipation, on va avoir des milliers d'histoires, de scénarios irréels et inventés dans notre tête par, au final, la peur. Donc les personnes qui ont, ce qu'on appelle un trouble de l'anxiété sociale, donc qu'on appelle plus communément la phobie sociale. Ces personnes-là, elles éprouvent justement de la peur dans des situations sociales. Donc il y a d'autres phobies, hein, qui existent, qui peuvent provoquer des crises d'angoisse, donc rattachées à une peur panique intense et profonde de mourir. Ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que les émotions et sentiments qu'on qualifie de négatifs, au final, elles nous offrent la possibilité d'interrompre des cycles de pensée, émotions et habitudes comportementales qui nous desservent et nous font réagir mal face au stress. Donc pour gérer notre anxiété, on doit déjà comprendre nos émotions, mais aussi les facteurs qui provoquent ce stress. Donc je te conseille, l'épisode 35, donc stress, anxiété, saturation sensible, pour en savoir plus sur le sujet. Donc revenons sur les autres émotions. La colère. La colère, c'est une réaction face à une injustice, à une frustration, OK? Une invasion de, notre territoire. C'est une protestation contre ce que nous ne voulons pas tolérer. Elle sert à défendre en fait notre espace, nos valeurs, notre intégrité. Elle précise les limites que nous ne voulons pas voir dépasser. Et ce qui est important de préciser, c'est que la colère n'est pas la violence. Ok, la violence est l'outil de la rage impuissante. Ensuite, on va voir la tristesse. Et la tristesse, ce n'est pas la dépression. Ok, la dépression, c'est un mal à l'âme, une souffrance qui nous conduit à rejeter la vie, à vouloir la fuir ou la détruire. Et en général, elle est en étroite relation avec les carences affectives et les traumatismes familiaux vécus dans l'enfance et parfois à l'état fœtal. Donc, revenons à la tristesse, il est naturel d'être triste lorsqu'on perd un être, une relation, une situation, un lieu, un animal, un espoir. Ok, tout objet au final d'attachement. Elle manifeste l'acceptation de la réalité de la perte. Donc elle est l'expression du deuil. Enfin, la joie est liée au plaisir, à l'amour et au sentiment de réalisation de soi. Elle est expansive et souhaite être partagée. Alors quand je t'ai parlé que la joie pouvait avoir sa propre ombre, l'ombre de la joie, on pourrait dire que c'est justement qu'on a cette incapacité à connecter avec, nos émotions qu'on va dire de difficiles, OK? Donc ça va être des personnes qui vont être vraiment dans le déni des autres émotions, qu'il faut absolument penser, positive, être dans le positif, et qui ont justement coupé toutes les autres, émotions. Quelqu'un aussi qui va être dans cette joie, enfin excessive, on pourrait pas dire que c'est vraiment de l'excès, mais ces personnes qui ont vraiment ce côté, que, lumière, elles peuvent aussi être dans une énergie vraiment débordante où du coup, je vais avoir du mal à me canaliser et peut-être à prendre toutes les choses à la légère. Donc ça peut être des personnes qui vont avoir du mal à avoir une discussion sérieuse sur des sujets, importants et qui vont peut-être toujours être dans la rigolade ou c'est pas très important, on te prends pas la tête, et cetera. Donc on pourrait voir ça un petit peu comme l'ombre, de la joie. Donc on pourrait rajouter dans les points, toutes les émotions ont une bonne intention, OK? Nos émotions peuvent contrôler nos comportements et nos choix et nos émotions sont puissantes et créent notre réalité, si je n'apprends pas à les maîtriser. Encore plus si je n'ai pas une manière saine
de les vivre. Et donc je te rappelle que ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est que, on crée notre réalité à 95 à partir de notre inconscient. Donc on l'a vu aussi dans l'épisode précédent que le travail de l'ombre, bah, justement, donc c'est ce que je viens de te dire, c'est que ça va être nos programmes inconscients. Et ces programmes inconscients se sont créés par des émotions répétées lorsqu'on était enfant de 0 à 7 ans, voire même avant, comme je l'ai dit, à l'état fœtal. Et les programmes qui sont néfastes vont avoir un impact du coup sur notre santé, notre épanouissement. Et tout ça, ça va être lié à des émotions qui vont être refoulées, non exprimées, donc qui vont créer par la suite des blocages émotionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tous les enfants vivent des émotions intenses, ok? Et toutes les cultures humaines du monde ont les mêmes manifestations physiologiques des émotions. Si je ne les montrais pas, c'est que je les réprimais. Ok, il y a les émotions qui font de la peine à papa et à maman, celles qui ne sont pas belles, celles qui remettent en cause les parents, celles qui leur font peur aussi. Parce que, encore une fois, on a qualifié les émotions souvent basses de mauvaises, mais ça vaut aussi pour la joie. Donc, par exemple, si tu as grandi dans une famille où on n'exprimait pas la joie, l'un de tes parents était malade, atteint d'une maladie grave, ou que l'un des parents a élevé seul ses enfants parce que le conjoint est parti ou est décédé. Et le parent n'a pas pu faire ce deuil. Donc il est constamment bloqué dans cette émotion de tristesse. Ou par exemple parce que tu as grandi dans un cadre très strict, donc il y a vraiment tous les scénarios possibles. Donc souvent on va baigner en permanence dans un environnement de tristesse où l'amusement, la joie, c'est pas toléré parce qu'on ne peut pas être joyeux lorsqu'un membre de notre famille est malade ou triste. On ne peut pas faire trop de bruit si c'est un environnement qui est justement très strict car ça mettrait en colère un parent. Donc il y a une sorte, tu vois, de loyauté inconsciente familiale qui se crée et va nous impacter une fois adultes, en pensant que la vie n'est que souffrance, que le bonheur c'est pour les autres et que je ne peux pas m'exprimer. Donc tu vois à quel point cette émotion ressentie, répétée, va engendrer une croyance profonde et les pensées qui vont avec, ce qui va entraîner des blocages émotionnels, des réactions disproportionnées et des schémas répétitifs dans notre vie. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que tout ça s'imprime dans notre cerveau, dans notre mémoire cellulaire et dans notre corps. Donc chacune des expériences émotionnelles vécues depuis notre état fœtal a donné lieu à une ou des conclusions qui sont enregistrées dans la mémoire émotionnelle de notre cerveau limbique et qui nous font très souvent réagir de façon inadaptée. Donc le cerveau limbique ou mammalien, que l'on peut également nommer le cerveau émotionnel, est considéré comme la plaque tournante du cerveau. En gros, c'est la carte réseau, la carte mère de l'ordinateur. Donc le cerveau limbique, il intervient à tous les niveaux du traitement de l'information. Donc comment ça se passe alors? Donc là, c'est la minute scientifique pour comprendre comment se créent nos programmes et réactions physiologiques. Donc au départ, lorsqu'une information rentre, le cerveau limbique, il va filtrer ce qui doit être acheminé au néocortex. Le néocortex, c'est la matière grise qui se compose de milliards de neurones, qui va commander une action immédiate. Au moment d'agir, il donne la motivation à l'action qui doit être posée par l'hypothalamus. En gros, l'hypothalamus, c'est la grande reine du cerveau. C'est une glande qui va réguler de nombreuses fonctions de l'organisme, comme la faim, la soif, le sommeil, la température, les comportements sexuels, donc le système aussi hormonal et les émotions. Donc à la fin, le cerveau limbique, il va mémoriser la conclusion donnée par le néocortex et l'action décrétée dans ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle, soit cette part inconsciente. Donc cette conclusion sera mémorisée soit comme agréable, donc à renouveler, soit comme désagréable, donc à éviter. C'est aussi simple et complexe que ça, je te l'accorde.
Donc je vais prendre un exemple, donc c'est un exemple cité dans un livre de Claudia Rainville qui est, le titre c'est «Métamédecine, la guérison à votre portée». C'est un excellent exemple, très bien expliqué pour comprendre parfaitement ce qui se passe dans notre cerveau et nos réactions. Donc on va commencer l'exemple par un événement, OK? On va prendre Benoît. Benoît, il a 4 ans. Une nuit, il se lève, il est malade, OK? Il se rend dans la chambre de ses parents pour s'enquérir de l'aide de sa maman. Cela réveille son père qui lui dit dans un excès de colère: «Laisse dormir ta mère, va dans ta chambre». Deuxième étape, ce qui va se passer, c'est la confrontation donc entre les 2 hémisphères de Benoît à l'âge de 4 ans, OK? Donc avec son hémisphère droit, il va se sentir triste et abandonné à son sort. En gros, l'hémisphère droit, c'est, notre côté intuitif, créatif, imaginatif, mais c'est aussi les pensées émotionnelles. D'ailleurs, on dit que les personnes plus sensibles, dont les hypersensibles, ont le côté droit plus puissant. Ça explique du coup, plusieurs choses comme la sensibilité au bruit, l'odeur, l'empathie, mais aussi, le besoin de solitude. Donc avec son hémisphère gauche cette fois-ci, donc l'hémisphère gauche, c'est notre côté rationnel, logique, OK, notre part aussi yang, masculine. Donc avec son hémisphère gauche, il analyse la situation de cette manière. OK, bon, je suis malade et mon père me gronde, c'est donc que je ne vaux rien à ses yeux et qu'il ne m'aime pas. Benoît retourne dans sa chambre. Troisième, ça va être la conclusion et la mémorisation de l'information. Donc ce qui seront: ne pas répondre à mes besoins égale abandon, qui sous-entend: «On ne m'aime pas, je ne veux rien à ses yeux». Donc cette expérience étant désagréable, elle sera par conséquent à éviter. La quatrième étape, ça va être l'action. Donc comme Benoît, il est triste, donc le cerveau limbique motive la recherche d'une consolation. Donc Benoît, il va serrer son coussin de peluche contre lui et s'endormir. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite avec Benoît? Il aura peur de revivre cet abandon. Notamment si à chaque fois, ça a été cet événement s'est répété surtout plusieurs fois. OK? Donc ça crée vraiment une mémorisation. Même si, des fois, il suffit qu'une seule situation, qu'un seul événement pour marquer profondément, notre cerveau en tant qu'enfant et donc ça, on est tous différents. Donc il aura peur de revivre cet abandon, c'est ce qui le conduira à s'organiser le plus souvent seul. Et même lorsqu'il prend le risque d'exprimer ses besoins, il le fait tellement sans insistance qu'il se retrouve confronté à l'oubli de l'autre. De nouveau, il interprète l'oubli de l'autre comme un non-intérêt, ce qui signifie pour lui que l'autre ne l'aime pas. Chaque fois qu'une situation de ce genre se produit ou que Benoît se sent seul face à des difficultés où il aurait besoin d'aide, il ressent une grande fatigue l'envahir, ce qui l'incite à aller dormir. Donc cette fatigue, c'est l'action du limbique sur l'hypothalamus qui tente de le consoler. Un jour, Benoît, il prend le risque de demander de l'aide à Lynn, sa fiancée, quelque chose qui est très important pour lui. Et il lui demande si elle veut bien, après son travail, aller lui chercher un document qu'il doit absolument étudier dans la soirée. Et Lynn, elle accepte avec joie. En quittant son travail, elle s'arrête à un magasin et oublie complètement le document de Benoît. Quand il la rejoint vers 20 heures, elle se souvient soudainement de la demande de Benoît. Elle s'excuse, elle l'a complètement oublié. Benoît entre dans une colère démesurée par rapport à l'incident. Il lui crie dans sa colère: «Je ne demande jamais rien et pour une fois que j'ose te demander une petite chose, tu t'empresses de l'oublier. Si cela si c'est cela la valeur que j'ai pour toi, alors il vaut mieux se quitter immédiatement». Et Lynn, donc sa fiancée, elle ne comprend pas sa réaction. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce qu'elle considère sans grande importance est pour Benoît source d'une grande souffrance. Donc cet événement est en résonance avec d'autres moments où il a osé demander quelque chose. Le refus ou l'oubli de l'autre le ramène alors à ce qui est enregistré au niveau de sa mémoire émotionnelle. C'est-à-dire, si l'on ne répond pas à ma demande, égale je ne vaux rien à ses yeux, donc elle ne m'aime pas.
Et la répétition de ces situations conduira Benoît à s'isoler pour ne plus connaître la souffrance reliée à ce sentiment d'abandon. Tant et aussi longtemps que Benoît ne libérera pas de sa mémoire émotionnelle cette information, je ne vaux rien à ses yeux si elle ne répond pas à mes besoins, cela va lui causer des problèmes dans ses relations avec les autres, entraînant par ricochet bien des émotions qui auront des répercussions sur sa santé et son bien-être. De plus, donc il y a des travaux psychologiques qui se sont intéressés à cette question, indiquant que c'est l'information parvenue à l'hémisphère droit qui est déterminante. Les réactions et propos disproportionnés que Benoît a eus face à sa petite amie, on parle aussi de déclencheurs, que l'on nomme aussi les élastiques. Donc notre cerveau reconnaît quelque chose qui nous ramène comme par un élastique dans notre passé. Donc notre réaction est certes excessive par rapport à la réalité présente, mais elle est tout à fait adaptée à un événement de notre passé. Donc chaque fois que nous réagissons à une parole, une attitude de nos proches, c'est que nous avons un souvenir logé dans notre mémoire émotionnelle, que cette parole, cette attitude de l'autre a réveillé. Sinon, nous ne réagirons pas de cette façon. Et là, je pense que ça doit faire écho à tout le monde, que ça soit une réaction émotionnelle qu'on a eue, la réaction de nos proches, souvent notre partenaire ou un parent face à un propos qu'on a dit ou un comportement qu'on a eu qui a créé une impulsivité de l'autre. Et souvent, on reste tout con, à ne pas comprendre la situation et à se demander ce qu'on a fait. Souvent, ce sont en plus des choses assez futiles euh, qui vont déclencher une dispute. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tu as rien fait de mal, tu n'as pas à culpabiliser, à avoir honte et à te flageller pendant des jours, OK? Ce n'est pas de ta faute et inversement, si c'est toi qui, as réagi de façon disproportionnée, déjà ça arrive à tout le monde, hein, il y a des fois où on n'arrivera pas à, maîtriser, nos émotions, tout simplement et c'est OK. On reste avant tout des humains ici-bas, donc apprendre à connaître ces élastiques accrochés dans le passé, les reconnaître, permet de les détacher et c'est justement en commençant par accepter nos émotions sans les juger et en apprenant à développer un regard extérieur avec curiosité sur les mécanismes automatiques que je peux commencer à agir dessus pour les alchimiser. Pour ça, j'ai besoin de ramener de la conscience dessus, d'où l'utilité du travail de l'ombre. Nous sommes des êtres psychosomatiques, nos émotions et nos pensées se traduisent dans notre corps. Et le changement, il ne s'opère pas par la critique, le jugement et l'auto-culpabilisation, mais par la connexion, les encouragements et les éloges envers soi-même. Donc c'est apprendre à devenir ce parent pour soi, ce parent qui est capable d'accueillir avec amour, sécurité et présence les émotions que l'on a du mal à exprimer ou qui ont besoin de sortir. Donc lorsque tu abordes un aspect de ton comportement passé ou du rôle dans un schéma, ta plus grande opportunité de transformation réside dans ta capacité à être indulgente envers toi-même. Et c'est ça aussi l'une des clés de l'intelligence émotionnelle et du leadership conscient. Donc la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui te déclenche ou tu sens qu'il y a une émotion qui est difficile pour toi, effectue quelques respirations profondes, pose une main sur ton cœur, ton ventre, et connecte-toi à ton corps et nomme cette émotion et tes sensations. Ça va t'aider à revenir au moment présent. Prends conscience des sensations dans ton corps, telles que des picotements, des tiraillements, de la chaleur, des crispations ou des palpitations. Et pendant que tu observes, continue à respirer simplement et reste avec ces sensations un moment. Puis repère un endroit, ok, dans ton corps qui te semble calme, détendu, agréable. Inspire dans cette zone. Ok, tu peux même visualiser et porter toute ton attention sur cette zone. Donc là, ce qu'on vient de faire,
c'est un exercice de prise de conscience et d'ancrage qui va nous aider à retrouver une sécurité et à revenir dans notre corps. Donc on devient le témoin de nos émotions. Lorsque la conscience de soi et la volonté sont réunies, nos déclencheurs se transforment en nos enseignants. Car la mémoire émotionnelle du cerveau limbique contient la réponse de bien des causes de notre mal-être, de nos malaises et de nos maladies. Lorsqu'on libère le sentiment qui a donné naissance à l'émotion, laquelle a créé la réaction à son tour, nous ne réagissons plus de la même façon face à une même situation. C'est de cette façon que nous pouvons reconnaître que nous en sommes libérés. Et cette libération, elle passe par le corps, ok? Donc beaucoup d'entre nous se dissocient de leur corps très tôt dans la vie, donc souvent à la suite d'un traumatisme, d'un abus ou d'un abandon pendant l'enfance ou lorsque nous sommes victimes de négligence émotionnelle, ce qui peut même se produire avec des parents aimants. On est tous des petits traumatisés sur pattes, hein. Donc la boulimie, l'excès d'exercice physique, les restrictions alimentaires, la consommation de drogue, d'alcool en excès, l'excès d'analyse, le recours à la logique plutôt qu'aux émotions et l'évitement de l'intimité sont autant de moyens par lesquels nous tentons alors de nous anesthésier et d'abandonner notre corps. Car c'est cette blessure profonde au final de l'être. Et je rappelle que l'être, donc c'est cette part féminine, cette énergie yin, et c'est le monde émotionnel. Donc, comme on a vu avec Benoît, durant son enfance, son système nerveux, il a créé une cartographie pour savoir comment réagir à des situations telles que les conflits, le toucher, les relations et les émotions. Donc si pendant l'enfance, il arrive quelque chose qui fige notre système nerveux, donc dans notre cerveau, qui le fait paniquer, le tétanise ou le fait passer en mode combat ou fuite, cela, comme on l'a vu, peut conduire euh, notre organisme à s'adapter et à continuer de réagir dans notre vie d'adulte comme ce traumatisme passé qui continue encore et encore de se produire. Donc si on ne dispose pas d'outils, de temps et un environnement sûr pour guérir, nous risquons de rester piégés dans cette boucle émotionnelle jusqu'à ce que nous recevons le stimulus dans notre système nerveux dont il a besoin vraiment pour libérer le traumatisme. Donc là, j'en reviens à Vice Versa 2. Donc, à un moment donné, et je ne vais pas te spoiler, d'accord, il y a une émotion en fait qui est tétanisée, qui est bloquée aux commandes. Et c'est exactement pareil. Il y a comme un bug informatique où le cerveau, le corps, il reste dans le passé. On est bouclé dans une boucle spatio-temporelle émotionnelle. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'ignorer, de justifier ou de corriger les sensations de notre corps. Il nous suffit d'apprendre à vivre avec cette sensation d'inconfort et de laisser notre corps agir comme il l'entend pour guérir. Toutes les sensations de notre corps sont les messagers. Et ce sont des messages. Et c'est ce qu'il faut savoir pour les valider. Donc, on rajoute quelques points. Donc, il va y avoir l'ancrage. L'ancrage et la respiration et la relaxation qui vont permettre de revenir au corps et à l'instant présent. L'acceptation, de son humanité est la clé aussi de l'épanouissement. Notre inconscient regorge d'informations. Le conscient et l'inconscient créent notre identité. Un nouveau comportement crée un nouveau circuit neuronal et un nouveau système de pensée. Donc ce point-là, c'est rattaché au fait de développer de la conscience et d'essayer d'agir différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est malléable, ce qui veut dire qu'il a cette capacité de changer, de guérir profondément suite à un traumatisme, une libération émotionnelle. C'est comme si on avait enlevé, la buée sur les lunettes et fait un reset dans notre corps. Enfin, le dernier point qu'on va souligner, c'est que je peux choisir une émotion consciemment. Je peux choisir de me connecter à des émotions hautes telles que l'amour,
La gratitude. Et ça a un impact puissant et direct dans l'instant présent. Je vais le ressentir dans mon corps. C'est là où la pensée, la visualisation, mêlée à une émotion élevée, peut changer toute notre physiologie, notre psychologie. Notre physiologie dans notre corps, car les émotions hautes nous protègent de la maladie et nous aident à rester en bonne santé car elles stimulent notre système immunitaire. Donc pour résumer tout ce qu'on a dit dans cet épisode, premier point, les émotions sont de l'énergie. Elles vont et viennent. Deuxième point, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises émotions. 3, tu n'as pas besoin de te précipiter pour changer, corriger ou surmonter tes émotions. 4, les émotions n'ont pas besoin d'avoir un sens pour être valables. 5, toutes les émotions ne nécessitent pas une réponse ou une action. Parfois, il suffit d'un peu de patience pour qu'elles passent. 6, apprendre à distinguer les émotions, les sensations et les pensées renforce la confiance. 7, l'auto-apaisement et l'ancrage peuvent être aussi simples que de reprendre sa respiration et de se sentir et de sentir ses pieds sur le sol. 8, en laissant de l'espace à ta réalité émotionnelle, tu te connectes à ton intuition et tes valeurs fondamentales. Enfin, 9, plonge dans l'autocompassion en revenant à ton corps. Et je finirai avec cette citation d'Eckhart Tolle. Je suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions personnelles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. J'espère que cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi, laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour soutenir mon travail. Prends soin de toi et de tes émotions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!